Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup parlé de programmation fonctionnelle dans ce cours, qui est un paradigme de programmation. Nous n'avons pas encore parlé d'autres paradigmes de programmation avancés. Aujourd'hui, nous allons voir différents paradigmes de programmation pour aborder la question du parallélisme et de la programmation concurrente. Peut-être que vous vous souvenez de ce slide que j'ai présenté lors de notre première leçon ensemble. Avec ce slide, ce que j'essayais de montrer, c'est que le monde est en train de changer. Vous savez peut-être que Gordon Moore, le patron d'Intel pendant une très longue période, a stipulé à la fin des années 70 que chaque 18 mois, la puissance des processeurs était doublée. Et ce n'est pas une loi, c'est une constatation qu'il faisait. Et puis pendant de nombreuses années, comme on le voit sur le dessin ci-dessous, pendant de nombreuses années, vous le voyez ici, effectivement, on a doublé à peu près chaque 18 mois, ou le nombre de transistors, ou la fréquence, mais globalement, la puissance était doublée chaque 18 mois. Aujourd'hui, en fait, depuis à peu près une quinzaine d'années, donc à peu près 2005, ici, on voit un plateau qui vient gentiment. Sur la fréquence, on ne peut pas augmenter la fréquence plus que tant, on est aujourd'hui bloqué autour des 4 GHz. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pour continuer à suivre cette progression, pour continuer à augmenter la performance de nos systèmes informatiques, ce qu'on a fait depuis les années 2000 environ, c'est qu'on a augmenté le nombre de cœurs des processeurs et pas uniquement le nombre de transistors ou la fréquence. Donc, on va avoir plusieurs cœurs. Et plusieurs cœurs, ça signifie concurrence. Et la concurrence, c'est difficile. C'était un peu la stipulation de base de notre cours, la motivation de pourquoi on essayait en fait de changer de paradigme. Aujourd'hui, en fait, toutes nos machines, que ce soit nos machines de bureau, nos laptops et même nos téléphones mobiles, sont des machines à multicœurs. On voit ici un système Windows d'il y a quelques années, sur lequel on a quand même déjà 24 cœurs, c'était quelque chose d'exotique il y a 10 ans. Aujourd'hui, on trouve sans problème des processeurs, comme on voit ici illustré un die de processeur. Ça, c'est un processeur Xeon 9282 d'Intel, fabriqué en 2019. Il y a 56 cœurs dessus, 112 threads. Ces threads fonctionnent entre 2 Go 6 et 3 Go 8. Ça consomme environ 400 watts. On peut en mettre 8 par carte mère, ce qui donne en fait une carte mère avec 448 cœurs ou 896 threads. C'est fabriqué en techno 14 nanomètres. Ça coûte à peu près $8000 le CPU. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. On a plusieurs centaines de cœurs qui tournent sur des machines qui ne sont pas complètement exotiques. La question est comment faire pour les programmer. Alors c'est clairement là que la programmation fonctionnelle a un rôle à jouer dans le domaine de la programmation parallèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la programmation parallèle, c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile pourquoi ? Parce que quand on essaye de programmer plusieurs threads simultanés, 2, 3, 4, 10 threads simultanés, on va se retrouver avec des situations dans lesquelles on va devoir gérer des courses aux données, savoir qui écrit en premier, et on va avoir avec ça des problèmes. On va avoir également des problèmes liés à ce qu'on appelle des deadlocks, des étreintes fatales en français, où des bouts de code vont attendre sur d'autres bouts de code qui potentiellement attendent sur le premier bout de code, où on va avoir une espèce de circularité qui va faire que notre code va s'arrêter. C'est le type de bug qui est très difficile à retrouver parce que justement, ça n'arrive pas tout le temps au même moment. On a également des effets mémoire particuliers que vous avez déjà certainement rencontrés dans vos cours. Alors pourquoi on a tous ces problèmes ? Parce qu'en fait, on va avoir des threads, et ces threads ne sont pas déterministes. Et comme ils se mélangent, on va avoir des problèmes. Et puis, on va observer ces problèmes en raison de l'état partagé. Parce qu'en fait, tous ces différents threads, ils vont vouloir partager un état, des données en réalité, et ça va poser un problème. On avait stipulé au début du cours que si on éliminait l'état partagé, on éliminerait le problème. Comme en programmation fonctionnelle, on n'a pas d'état, on règle le problème facilement. C'était ça notre postulat de base
de pourquoi la programmation fonctionnelle peut être intéressante pour la programmation parallèle. Aujourd'hui, on va regarder quelques outils qui existent dans la boîte à outils Scala pour la programmation parallèle. On va parler notamment du paradigme des acteurs, on va parler de futures et de collections parallèles. Le reste, par exemple, des choses comme la Software Transactional Memory qui se trouve ici, je vous laisse regarder, par exemple, sur Wikipédia, ce que c'est la STM. C'est très intéressant, mais c'est des choses qui sont assez longues à expliquer et que nous n'avons malheureusement pas le temps de couvrir dans le cours. Mais vous verrez déjà qu'en regardant tout d'abord les collections parallèles, puis dans un deuxième temps les futurs et finalement les acteurs, on arrivera à couvrir 3 manières différentes d'aborder les questions de parallélisme en Scala et en programmation fonctionnelle en général. L'objectif de cette leçon, c'est donc de découvrir 3 outils différents pour pouvoir gérer le parallélisme en Scala avec les collections parallèles, les futurs et les acteurs. Nous avons pas mal travaillé avec les collections jusqu'à maintenant dans la partie fonctionnelle du cours, et je vous propose de découvrir maintenant un moyen simple de travailler avec le parallélisme directement sur les collections grâce au principe des collections parallèles. Pour les collections parallèles, la première chose à faire, c'est de rajouter un point par à notre collection. C'est donc une méthode qui va convertir notre collection en une collection parallèle. Et maintenant, notre code est parallèle. Il va donc fonctionner sur plusieurs corps. Toutes les fonctions qu'on va faire, un map par exemple, un fold, va être exécuté sur plusieurs corps. C'est tout. Il n'y a pas de point 3. C'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Vous trouvez ici sur la droite un exemple que je vais commenter dans la petite démonstration en vidéo juste après ce slide. Donc voici cet exemple de collection parallèle. Vous le constatez, j'ai ici non pas utilisé une worksheet comme d'habitude, mais fait une app complète, donc un programme qui va être exécutable, compilé en Java, tout simplement pour voir en fait clairement quand est-ce que je compile et que je lance mon programme. Donc dans ce programme, qu'est-ce que je fais? Je fais tout d'abord un effet de bord, j'affiche quelque chose sur la console, je déclare ensuite un tableau de 10 millions d'éléments de type bigInt que je mets dans ma val A ici, et dans chacun des éléments de mon tableau, je mets en fait son indice. À la position 0, il y aura 0, position 1, il y aura 1, etc. pour toute la taille du tableau. Et ensuite, je déclare un val T1 qui va contenir en fait la somme sur A. A, c'est ma collection, je fais ma somme dessus, je mets ça dans une val ici, et ce petit bloc qui est là, ce time, c'est quelque chose que j'ai fait moi pour mesurer le temps d'un bloc. Donc ça, c'est fait avec un petit DSL interne que j'ai réalisé, et on verra comment faire ça dans la leçon sur les DSL, bien entendu. Donc là, ça va me dire combien de temps ça a fait pour exécuter ce bloc-là, et mettre T1 dans T1, en fait, le résultat de ce temps, et puis ensuite je fais la même chose avec ma collection que j'ai pris soin de paralléliser avec le point par. À la fin, j'affiche les 2 temps en comparaison. Donc je vais lancer maintenant ce code. Voilà, donc ça tourne. Moi j'ai un processeur 24 cœurs, 48 threads AMD, et puis je vais à l'édition faire passer le temps un peu plus vite. Voilà, on voit ici que pour la collection standard, il a fallu quelque chose comme 15 secondes pour l'exécution et 560 millisecondes pour la version parallèle. On a un facteur, si on le calcule rapidement, entre les deux, de 27, donc compris entre 24 cœurs et 48 threads de mon processeur, ce qui est tout à fait réaliste et ce qui est attendu. Notez que pour avoir ces résultats-là, exactement ceux-là, il faut utiliser une version 1.8 du JDK. Si on utilise des versions plus récentes du JDK, le JDK en fait fait ses propres optimisations, on n'arrive pas à des résultats aussi impressionnants que ça. Je reparlerai de ce problème du micro-benchmarking et de la comparaison entre les différentes versions du JDK dans le cours si jamais.
Si l'on compare les avantages et les inconvénients des collections parallèles, eh bien, dans la liste des avantages que l'on a, eh bien, premièrement, notre code peut tourner plus vite. On l'a vu dans l'exemple précédent, on peut vraiment gagner de la vitesse avec les collections parallèles. Et puis, argument qui compte certainement double, c'est vraiment très très simple à utiliser. Ça signifie simplement que lorsqu'on veut avoir une collection parallèle, on écrit point par derrière cette collection et notre code va être parallélisé automatiquement, pour autant que ce soit possible de le faire. Bien entendu, il y a des avantages que l'on retrouve dans la colonne de droite ici. Notamment, il y a un certain overhead qui est imposé en fait lorsqu'on veut travailler avec des collections qui sont toutes petites. Ça ne va pas valoir la peine parce qu'il va falloir convertir notre collection en une collection parallèle, ce qui va prendre un certain temps. Et donc, ça ne vaut pas la peine en général pour les petites collections d'essayer de les paralléliser. D'un autre côté, le contrôle est caché et la granularité avec laquelle on peut paralléliser notre code eh bien, ne peut pas être changée facilement en tout cas. Vous trouverez pour les personnes intéressées sur le lien ici en haut plus d'informations sur comment est réalisée cette implémentation parallèle des collections et sur ce qu'on peut changer. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de paramètres sur lesquels on peut avoir de l'influence, mais en tout cas ça nous permet de voir comment c'est implémenté et c'est assez intéressant. Je vous invite donc à aller voir ce lien si vous avez de l'intérêt pour cette thématique. Il y a une petite subtilité avec les collections parallèles. Si l'on considère le code qu'il y a ici en haut, le code écrit numéro 1 ici, eh bien on voit qu'on a une liste sur laquelle on implique un for each avec comme fonction, eh bien pour chaque x, on imprime le x. On va donc afficher sur la console ici, eh bien 1, 2, 3, 4, 5. Si on fait la même chose avec une collection parallèle, eh bien l'ordre va être aléatoire. On va avoir par exemple 2, 3, 1, 5, 4. En effet, rien ne garantit que l'ordre des opérations, en tout cas lorsqu'on fait juste un point par, rien ne garantit que l'ordre des opérations est préservé. Notre code tourne de manière parallèle sur plusieurs threads. On va afficher avec ces threads de manière pas synchronisée et on va avoir ce résultat-là. Donc il faut être attentif à ça et on va voir que bien entendu il y a des moyens de passer outre ces limitations, notamment avec le paradigme suivant qui est celui des futures. Il existe des alternatives en fait aux collections parallèles qui sont implémentées par défaut en Scala. Il y a notamment Scala Blitz que vous retrouvez sur l'URL qui est donné ici, qui a été développé par Alexander Propocek, qui était doctorant chez Martin Odersky, et qui essaye de faire que l'overhead qui est lié au boxing ou à l'utilisation des itérateurs est éliminé. Il y a également des alternatives qui viennent dans les futures versions du compilateur de Scala qui s'appelle Dotty et puis qui réimplémente complètement les collections et notamment les collections parallèles. Parce que il faut savoir que le scheduler qui est fait dans les collections parallèles eh bien, ne gère pas très bien certains types d'opérations irrégulières de manière très efficace. Donc ça a été réécrit pour la prochaine version de Scala qui sera la version 3. Un dernier mot sur en fait la performance de la machine virtuelle Java et surtout la mesure de la performance de la machine virtuelle Java. Je vous ai montré quelques exemples ici où en fait je mesure le temps d'exécution de petits bouts de code, ce qui est absolument pas facile à faire en Java pour plusieurs raisons. Tout d'abord en Java, on a ce qu'on appelle un hotspot compiler. Ce hotspot compiler, eh bien, il va optimiser à la volée les endroits chauds de notre code, c'est-à-dire les endroits où on passe souvent, et puis les boucles vont être déroulées, par exemple, ou d'autres optimisations vont être faites, ce qui va faire que lorsqu'on fait tourner plusieurs fois un bout de code, au début ce sera lent, puis après ça va devenir plus vite, avec des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Donc c'est difficile à mesurer la performance directement avec la machine virtuelle Java, surtout de faire ce qu'on appelle du micro-benchmarking, mesurer des tout petits bouts de code. De plus, il y a d'autres choses qui viennent en compte, comme par exemple le garbage collector ou le heap collection, qui est difficile à prédire. Si on a une heap collection quand on fait une mesure de temps, eh bien ça va prendre plus de temps, ce qui n'est pas facile à prédire. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller voir les liens qui sont ici dessous, qui expliquent un peu la problématique plus en détail, cette problématique du micro-benchmarking,
notamment sur la machine virtuelle Java, et qui donne quelques pistes de solutions qui sont très intéressantes à suivre.